Sa disparition soudaine a bouleversé le monde entier. Son lieu de sépulture est devenu, au fil des décennies, un symbole de paix, de mémoire et de recueillement. Pendant plus d'un demi-siècle, la tombe de Bruce Lee est restée intacte, un endroit paisible où les admirateurs venaient saluer l'héritage de l'homme devenu légende. Aujourd'hui, nous retournons au cimetière Lakeview de Seattle, visiter la tombe de la légende du cinéma et icône des arts martiaux, Bruce Lee. Mais en 2025, à l'occasion d'un simple entretien de routine, une découverte inattendue va tout bouleverser. Sous la pierre reposait une vérité soigneusement dissimulée, prête à refaire surface. Une révélation qui allait raviver l'attention du monde entier et faire ressurgir une vague d'émotions collectives. Qu'est-ce que cachait réellement la tombe de Bruce Lee ? Voici comment tout a commencé. Avant que Bruce Lee ne devienne une icône, un combattant ou une star de cinéma, il était un adolescent agité naviguant dans les rues bondées de Hong Kong. Il lançait déjà des coups au monde bien avant que le monde ne connaisse son nom. Cette fougue précoce, brute et indomptée, deviendrait le fondement d'un héritage qui a tout changé. Les arts martiaux, le cinéma et la manière dont l'Orient et l'Occident se percevaient. Bruce Lee est né à San Francisco en 1940 lors de la tournée d'opéra chinois de son père, mais ses racines étaient fermement ancrées à Hong Kong. Nommé Lee Jun-fan, ou « Reviens encore », il était dès le départ un enfant de deux mondes. Grandir dans le Hong Kong d'après-guerre signifiait apprendre à se débrouiller seul, souvent physiquement. Dès son adolescence, Bruce était déjà un combattant de rue, habile, vif avec ses poings et encore plus avec son esprit. Ce talent brut trouva une discipline lorsqu'il commença à s'entraîner sous la tutelle du grand maître de Wing Chun, Ip Man. Dans cet atelier, Bruce assimila plus que des techniques d'arts martiaux. Il commença à façonner une philosophie personnelle, privilégiant la flexibilité, l'efficacité et l'expression continue de soi. À 18 ans, après une série de combats de rue et des inquiétudes pour sa sécurité, Bruce retourna aux États-Unis. Il arriva à Seattle avec presque rien en poche, mais porté par une détermination impossible à ignorer. Il s'inscrivit à l'université de Washington, étudia la philosophie et ouvrit sa première école d'arts martiaux. Ce qui distinguait Bruce n'était pas seulement sa technique, mais ceux qu'il choisissait d'enseigner. À une époque où les arts martiaux étaient souvent gardés derrière des portes culturelles fermées, Bruce accueillait tout le monde, sans distinction de race ou d'origine. Cette décision a froissé les cercles traditionnels, mais elle a aussi jeté les bases de quelque chose de révolutionnaire. En mêlant le Wing Chun à la boxe, à l'escrime et à ses propres idées sur le combat et le mouvement, Bruce développa le Jeet Kune Do, son expression personnelle des arts martiaux. Ce n'était pas seulement un style de combat, c'était un rejet des formes rigides. Absorbe ce qui est utile, écrirait-il plus tard. Rejette ce qui ne l'est pas. Hollywood finit par l'appeler. Casté comme Kato dans L'homme au masque vert, Bruce transforma un rôle secondaire en phénomène culturel, à tel point que dans certains pays, la série fut littéralement renommée le show Kato. Mais Hollywood n'était pas prêt pour un acteur principal chinois. Frustré par le typage et le racisme, Bruce retourna à Hong Kong, où il prit le contrôle de son destin. Il écrivit, réalisa, chorégraphia et joua dans une série de succès comme La Fureur de vaincre et L'Opération Dragon. Des films qui ne se contentaient pas de mettre en avant ses compétences, ils brisaient les barrières culturelles et les records au box-office mondial. Tragiquement, Bruce Lee mourut en 1973, à seulement 32 ans, avec l'apogée de sa vision encore devant lui. Mais ce qu'il laissa derrière lui, ses enseignements, sa philosophie et ses films, n'a fait que gagner en force avec le temps. Et en 2025, lorsque sa tombe fut rouverte pour la première fois en des décennies, le monde apprit que son histoire était loin d'être terminée. Le jour où le monde pleura. Peu de morts de célébrités ont suscité autant de confusion, de suspicion et de chagrin que celle de Bruce Lee. Quand la nouvelle éclata le 20 juillet 1973, annonçant que l'icône des arts martiaux de 32 ans était morte subitement à Hong Kong, le monde peina à l'accepter. Il n'était pas seulement une star montante du cinéma, il était une force culturelle, un symbole de force et de discipline, parti en un éclair au sommet de sa carrière. Et ce n'était pas seulement la perte qui stupéfia les gens, c'était le peu de compréhension de ce qui s'était vraiment passé. Ce jour-là, Bruce était dans l'appartement de l'actrice Betty Ting Pei, apparemment pour revoir un scénario pour le jeu de la mort.
À un moment, il se plaignit d'un mal de tête. Ting lui donna un analgésique courant. Ce qui se passa ensuite est encore débattu. Bruce s'allongea pour se reposer et ne se releva jamais. Les ambulanciers le transportèrent à l'hôpital Queen Elizabeth, mais il fut déclaré mort ce même soir. La cause officielle, selon un rapport du coroner publié en septembre de cette année-là, était un œdème cérébral, une accumulation de liquide dans le cerveau, probablement due à une réaction indésirable à l'analgésique. Aucune autopsie ne fut réalisée, ce qui était une pratique courante à Hong Kong à l'époque pour les cas sans signes évidents de crime. Mais pour beaucoup, cette explication semblait insuffisante. Immédiatement, les rumeurs prirent le dessus. Certains pensaient que les triades, les groupes criminels notoires de Hong Kong, avaient un lien avec sa mort. Bruce avait refusé de se plier à leurs règles. Était-ce suffisant pour le faire taire ? D'autres soupçonnaient un empoisonnement ou une réaction au cannabis trouvé dans son organisme, bien que les médecins aient déclaré que ce n'était pas suffisant pour être mortel. Une enquête plus tard cette année-là confirma le rapport médical, excluant tout acte criminel. Pourtant, le mystère perdura. Comment quelqu'un en parfaite condition physique pouvait-il s'effondrer si soudainement sans avertissement ? Le chagrin fut écrasant. À Hong Kong, des dizaines de milliers de personnes envahirent les rues pour pleurer. Dans le monde entier, des hommages affluèrent de la part des fans et des amis. Sa femme, Linda Lee, au centre de tout cela, le cœur brisé mais digne, s'assura que son mari reçoive les honneurs qu'il méritait. Bruce fut inhumé à Seattle, où sa tombe devint un lieu de pèlerinage pour des générations en quête de clarté, de force ou d'inspiration. Et puis, en 2025, cette tombe fut discrètement ouverte. Ce qui devait être un simple entretien se transforma en quelque chose de totalement différent. Le mystère entourant les dernières heures de Bruce Lee n'avait jamais vraiment été enterré, et le monde observait de nouveau attentivement. Un lieu de repos à Seattle. Parmi tous les endroits où Bruce Lee aurait pu être inhumé, peu s'attendaient à ce que son dernier repos soit un cimetière tranquille à Seattle. Bruce Lee est situé à Seattle. Il fonde sa première école de philosophie. Voilà, c'est donc un gros problème. Hong Kong, la ville où sa célébrité a explosé et où des millions le considéraient comme un héros national, semblait le choix évident. Mais pour Linda Lee Cadwell, sa veuve, la décision ne relevait pas des attentes publiques. Il s'agissait d'une vérité personnelle. Seattle n'était pas seulement l'endroit où Bruce avait vécu. C'était là que son voyage avait véritablement commencé. Des années avant la gloire, les couvertures de magazines et les contrats de films, Bruce n'était qu'un jeune homme déterminé à partager sa vision des arts martiaux. C'est à Seattle qu'il ouvrit sa première école, enseigna à des élèves de tous horizons et affina les philosophies qui deviendraient plus tard le Jeet Kune Do. C'était aussi la ville où il rencontra Linda, tomba amoureux et commença la vie qu'il construisait encore lorsque la tragédie frappa. Dans une interview peu après sa mort, Linda expliqua que Seattle abritait leurs souvenirs les plus significatifs. C'était là que Bruce avait bâti un avenir basé sur l'inclusion, la discipline et l'expression de soi, ce qui en faisait l'endroit le plus approprié pour son repos. Le 31 juillet 1973, quelques jours après le décès soudain de Bruce, une cérémonie privée eut lieu au cimetière Lakeview, situé dans les collines paisibles surplombant le lac Washington. L'emplacement fut choisi pour sa dignité tranquille. Des amis et collègues, dont James Coburn et Steve McQueen, se réunirent en silence, tandis que Bruce était inhumé dans une tombe marquée par une pierre tombale en granit poli. Le design mêlait des influences orientales et occidentales, tout comme Bruce lui-même. Des caractères chinois côtoyaient un texte en anglais, incluant l'une de ses citations les plus célèbres. La clé de l'immortalité est de vivre d'abord une vie digne d'être rappelée. Au fil des décennies, le lieu de sépulture devint plus qu'un mémorial. Il se transforma en une destination sacrée pour les fans, les artistes martiaux et les penseurs du monde entier. Les visiteurs laissèrent des fleurs, des lettres manuscrites, des nunchakus et des notes racontant comment Bruce avait changé leur vie. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une tombe, c'était une salle de classe, un sanctuaire, une source de force. Ainsi, lorsque le site fut programmé pour un entretien de routine en 2025, ce fut bien plus qu'une mise à jour logistique. Le monde s'arrêta. Ce qui était resté intact pendant 52 ans allait être ouvert, et nul ne savait ce qui pouvait attendre à l'intérieur. Si le lieu de repos de Bruce continue d'émouvoir et d'inspirer la réflexion un demi-siècle plus tard, cela en dit long sur la vie qu'il a menée. Si cette histoire vous touche, donnez-lui un like et laissez l'héritage de Bruce continuer à se propager à travers le temps. Le pionnier social.
Bien avant que le monde ne le voie comme une icône du cinéma ou une légende des arts martiaux, Bruce Lee brisait discrètement des barrières que la plupart n'osèrent pas défier. À une époque où la race dictait les opportunités et où le cloisonnement culturel était la norme, Bruce refusait d'accepter les limites, surtout celles fondées sur les préjugés. Son impact le plus durable ne se limite peut-être pas au cinéma ou au combat, mais à la manière dont il a contribué à redéfinir qui avait sa place et qui avait une voix. Au début des années 1960, les arts martiaux en Amérique étaient encore enveloppés de traditions et souvent réservés à des cercles ethniques fermés. Il était largement admis que les arts martiaux chinois ne devaient être transmis qu'à d'autres Chinois. Bruce Lee ne s'est pas contenté d'ignorer cette règle. Il l'a ouvertement défiée. Dans sa première école dans le quartier chinois de Seattle, il accueillait des élèves sans distinction de race, d'origine ou d'expérience. Jesse Glover, un Afro-Américain, devint le premier élève et instructeur adjoint de Bruce. Taki Kimura, un Américano-japonais ayant subi une forte discrimination après la Seconde Guerre mondiale, devint l'un des protégés les plus fiables de Bruce. Pour Bruce, les arts martiaux n'étaient pas limités par la culture. Ils étaient un moyen de libération, de respect de soi et de connexion. Cet esprit le suivit à Hollywood, où l'industrie cantonnait systématiquement les personnages asiatiques à des rôles subalternes ou comiques. Bruce refusa les scénarios qui s'appuyaient sur des stéréotypes, même si cela signifiait renoncer à des offres lucratives. Sa grande percée vint avec L'Homme au masque vert, où son interprétation de Kato changea la manière dont le public américain voyait les personnages asiatiques à la télévision. Il n'était pas un acolyte dans l'âme. Il était le pilier de la série. En fait, les spectateurs en Asie renommèrent la série le show Kato, un hommage à sa présence indéniable à l'écran. Mais l'influence de Bruce s'étendait bien au-delà de l'écran. Il entraîna et noua des amitiés avec des personnes de tous horizons, boxeurs, danseurs, acteurs et athlètes. Parmi eux, Karim Abdul-Jabbar, qui non seulement apprit les arts martiaux sous la direction de Bruce, mais apparut à ses côtés dans le jeu de la mort. Leur lien, forgé à une époque où l'Amérique luttait encore avec le mouvement des droits civiques, reflétait la profonde conviction de Bruce en la croissance personnelle à travers une discipline partagée et non une identité partagée. Son message était simple mais radical. Sois comme l'eau, adaptable, inclusif et inarrêtable. Une philosophie au-delà de l'écran. Plus que sa vitesse fulgurante ou sa célébrité cinématographique, le véritable héritage de Bruce Lee réside dans la philosophie qui poussait les gens à repenser non seulement leur manière de combattre, mais aussi leur manière de vivre. Au sommet de sa gloire, il offrait quelque chose de bien plus profond qu'une technique physique. Une façon d'être qui valorisait la découverte de soi plutôt que l'imitation, la flexibilité plutôt que la rigidité, et l'authenticité par-dessus tout. Au début des années 1970, Bruce était désillusionné par les limites des arts martiaux traditionnels. Dans une interview au magazine Black Belt en 1971, il présenta au monde le Jeet Kune Do, non seulement comme un style de combat, mais comme une philosophie. Il mêlait l'efficacité à courte portée du Wing Chun à la mobilité de la boxe et à la spontanéité de l'escrime. Mais plus que ces éléments physiques, le Jeet Kune Do était un appel à abandonner les systèmes rigides. Absorbe ce qui est utile. Rejette ce qui est inutile, ajoute ce qui est spécifiquement tien, disait-il. Cette seule phrase devint un mantra non seulement pour les artistes martiaux, mais pour quiconque cherchait son propre chemin dans un monde rempli d'attentes rigides. Cette mentalité se retrouva dans l'approche de Bruce envers la forme physique. Bien avant que le monde ne s'y mette, il ne s'entraînait pas pour avoir l'air fort. Il s'entraînait pour l'être, mélangeant musculation, cardio, flexibilité et exercice de vitesse. Il créa un programme qui ressemblait plus à la préparation des MMA d'aujourd'hui qu'à ce qui existait à l'époque. Il suivait ses entraînements avec une rigueur obsessionnelle et comprenait l'anatomie à un niveau que peu d'athlètes atteignaient. Ce qui rendait sa routine révolutionnaire n'était pas seulement son intensité, c'était la manière dont elle reflétait sa croyance en une croissance et une adaptabilité constante. Mais l'expression la plus claire de sa pensée venait peut-être de l'une de ses citations les plus connues. « Sois comme l'eau, mon ami ». Pour Bruce, l'eau était la forme idéale, sans forme, réactive mais puissante. Elle pouvait couler ou s'écraser. Elle s'adaptait sans perdre son essence. Ce principe s'appliquait bien au-delà du combat. Il devint une leçon de vie sur la manière de gérer l'adversité, l'identité et le changement. Bruce était un lecteur vorace, et sa bibliothèque personnelle contenait tout, des classiques occidentaux aux œuvres chinoises.
Il griffonnait des notes dans les marges, non pas comme un étudiant absorbant passivement le savoir, mais comme un penseur, le façonnant en quelque chose de personnel. Ses enseignements encouragèrent les autres à faire de même, à questionner, à affiner et à évoluer. Maintenant, avec sa tombe à Seattle programmée pour être ouverte après plus de 5 décennies, la curiosité grandit quant aux écrits ou artefacts qui pourraient émerger. Des indices sur un esprit qui a non seulement redéfini les arts martiaux, mais l'idée même de vivre avec un but. La perte tragique de Brandon Lee. Peu d'histoires à Hollywood sont aussi poignantes que celle de la famille Lee, où l'histoire ne s'est pas seulement répétée, elle a approfondi le chagrin. 2 décennies après la mort choquante de Bruce Lee, en 1973, son fils unique, Brandon Lee, connut une fin tout aussi prématurée et troublante. Les 2 hommes, talentueux et au seuil de la grandeur, furent arrachés bien trop tôt. Leur tragédie commune est devenue un symbole de la fragilité des promesses et du poids de l'héritage. Né en 1965, Brandon Lee hérita non seulement du nom de son père, mais aussi des attentes qui l'accompagnaient. Pourtant, ceux qui le connaissaient disent qu'il ne cherchait jamais à vivre dans l'ombre de Bruce. Il s'entraîna aux arts martiaux sous la direction de proches, d'amis et de professeurs. Mais l'objectif de Brandon était de devenir son propre homme, respectant le passé sans en être consumé. Almost a piece of his own personality. Dans des films comme Showdown in Little Tokyo et Rapid Fire, il commença à se faire une place, montrant non seulement une précision physique, mais une présence à l'écran captivante. Les critiques notèrent sa portée, son charisme et sa profondeur émotionnelle. Des qualités qui prirent pleinement vie dans The Crow, un rôle qui devait être sa percée. Cette percée n'arriva jamais. Le 31 mars 1993, lors d'un tournage à Wilmington, en Caroline du Nord, une arme à feu de tournage fut accidentellement chargée avec une balle réelle. Lors d'une scène où son personnage devait être abattu, l'arme tira pour de vrai, touchant Brandon à l'abdomen. Malgré une chirurgie d'urgence, il mourut quelques heures plus tard à l'âge de 28 ans. L'enquête officielle de l'administration de la sécurité et de la santé au travail de Caroline du Nord confirma que la tragédie était due à une négligence et à un manque de supervision sur le plateau. La perte stupéfia l'industrie du cinéma et dévasta les fans qui avaient vu Brandon s'élever avec une détermination discrète. Ses funérailles eurent lieu à Seattle et, dans un geste profondément symbolique, il fut inhumé à côté de son père au cimetière Lakeview. 2 vies, 2 héritages et maintenant 2 pierres tombales côte à côte. L'une représentant un homme qui a changé le monde, l'autre un fils qui aurait pu le faire. Au fil des années, le lieu de sépulture partagé est devenu un lieu de pèlerinage où les gens laissent des fleurs, des lettres et des objets liés aux arts martiaux en hommage au père et au fils. Pendant 52 ans, la tombe garda son silence. Un monument durable à l'ambition, à la perte et à l'amour. Cette puissante histoire d'ambition, d'amour et de perte mérite d'être entendue. Partagez-la avec un ami qui apprécierait l'héritage laissé par Bruce et Brandon Lee. La décision d'ouvrir la tombe. Peu de lieux de repos dans l'histoire moderne ont exercé une telle emprise sur l'imaginaire collectif que la tombe de Bruce Lee à Seattle. Pendant plus de 5 décennies, elle est restée intacte. Un monument à l'une des figures les plus influentes des arts martiaux et du cinéma, et un sanctuaire discret pour les fans du monde entier. Mais au début de 2025, ce silence devait être respectueusement rompu. La ville de Seattle, motivée par des préoccupations de préservation à long terme, prit la décision sans précédent de desceller la tombe pour un entretien. L'annonce déclencha immédiatement une vague d'émotions, révérence, curiosité et appréhension. Les responsables de la ville approchèrent d'abord Linda Lee Cadwell, la veuve de Bruce, avec une proposition soigneusement préparée pour évaluer et restaurer l'intégrité structurelle de la tombe vieillissante. Selon les registres publiés par le département de la préservation historique de Seattle, le site avait résisté à 5 décennies de météo du nord-ouest du Pacifique, mais nécessitait désormais une attention pour durer encore 50 ans. Pour Linda, la décision n'était pas facile. Dans une rare déclaration publique au Seattle Times, elle admit une profonde hésitation, disant que la tombe avait toujours été plus que de la pierre et de la terre. C'était un sol sacré. Pourtant, elle donna sa bénédiction, touchée par l'idée que préserver le site était une façon d'honorer l'héritage de Bruce, non de le perturber. La planification de la préservation impliquait à la fois une technologie avancée et un profond sens de responsabilité culturelle. Des ingénieurs installèrent une enceinte à climat contrôlé pour empêcher les dommages dus à l'humidité pendant le processus.
Un radar à pénétration de sol scanna le site pour guider l'équipe avant toute intervention physique. Les rapports confirmèrent l'utilisation de méthodes non invasives pour protéger ce qui se trouvait à l'intérieur, traitant l'effort plus comme un projet archéologique que comme un simple entretien. La sécurité autour du cimetière Lakeview s'intensifia dans les semaines précédant l'ouverture. Une entreprise spécialisée fut engagée pour sécuriser le périmètre tout en permettant un accès cérémoniel. Shannon Lee, la fille de Bruce, travailla en étroite collaboration avec des moines bouddhistes pour organiser des rituels honorant l'héritage de son père avant le début des travaux. Ces cérémonies, partagées via les médias locaux et les organisations communautaires, soulignaient le poids spirituel de l'événement. Linda contribua également avec des notes manuscrites et des documents de construction de 1973 qui donnèrent aux préservationnistes un aperçu crucial de la disposition et du contenu original de la tombe. Alors que les préparatifs approchèrent de leur achèvement, l'attention mondiale s'intensifia. Que trouverait-on après 52 ans de silence? Des lettres, des artefacts personnels, de nouveaux écrits. Nul ne pouvait le dire avec certitude, mais une chose était claire. La décision d'ouvrir la tombe de Bruce Lee était plus qu'un acte de préservation. C'était une invitation à revisiter un héritage toujours en cours de déploiement. Ce qui devait être un simple effort de préservation devint rapidement un moment déterminant dans l'histoire continue de l'héritage de Bruce Lee. Par un matin calme de 2025, avec le monde observant discrètement, la tombe restée scellée pendant plus d'un demi-siècle fut enfin ouverte. Ce n'était pas l'ingénierie ou la technologie qui captivait les cœurs, c'était le poids de l'histoire. Pour la première fois depuis 1973, le dernier lieu de repos de Bruce Lee n'était plus seulement un symbole. Il était devenu un chapitre vivant se déroulant en temps réel. L'opération commença alors que des moines bouddhistes se réunissaient au cimetière Lakeview à Seattle, réalisant une cérémonie traditionnelle au lever du soleil. Leurs chants résonnaient doucement sur le site, offrant un ancrage spirituel avant qu'un seul outil ne soit levé. Shannon Lee, présente parmi eux, portait la présence à la fois de fille et de gardienne, ancrant le moment avec une dignité tranquille. Ces rituels, coordonnés avec des organisations culturelles locales, honoraient l'héritage de Bruce et donnaient le ton pour les heures à venir. Ce ne serait pas traité comme une excavation, mais comme une intendance révérencieuse. Dans la zone de travail contrôlée, une équipe de préservation spécialisée se mit au travail. Chaque instrument était stérilisé, chaque étape était planifiée à l'avance. Le seau de granit, gravé des mots directeurs de Bruce et usé par des décennies de saison, fut le premier obstacle. Lorsqu'il fut progressivement retiré, un mélange de révérence et de tension s'installa sur l'équipe. En dessous, se trouvait une série complexe de couches protectrices conçues en 1973 pour préserver non seulement les restes de Bruce, mais aussi les objets placés à ses côtés. Leur durabilité parlait d'elle-même sur la prévoyance de cette conception originale. L'équipe de préservation avança avec une précision délibérée, utilisant des systèmes d'éclairage à basse chaleur et une surveillance environnementale en temps réel pour éviter le moindre dommage. Chaque couche racontait sa propre histoire. Des seaux intacts depuis 52 ans, des matériaux ayant résisté à l'épreuve silencieuse du temps. Observant à proximité, Linda Lee Cadwell fournissait des informations que seule elle pouvait offrir. Elle expliqua la signification de chaque couche, chaque compartiment. Des compartiments à encens tirés des coutumes funéraires chinoises aux chambres scellées sous vide, destinées à abriter des artefacts personnels. Chaque détail reflétait l'identité unique de Bruce. Un homme ancré à la fois dans la tradition ancienne et la pensée moderne. Alors que la dernière enveloppe protectrice était atteinte, l'anticipation flottait dans l'air comme une respiration retenue. L'équipe s'arrêta brièvement, vérifiant ses notes et scannant l'espace une dernière fois. C'était le seuil. Derrière le dernier sceau pouvaient se trouver des souvenirs intacts, des notes manuscrites ou des objets que Bruce avait choisis comme dernier compagnon. Quoi qu'il y ait, cela ne serait pas seulement vu, mais ressenti. Et ainsi, dans un coin tranquille de Seattle, avec le passé soigneusement dévoilé couche par couche, le monde se tenait au bord de la découverte, prêt à voir ce qui était resté caché derrière la pierre toutes ces années. Et quelle nouvelle pièce de la vie de Bruce Lee pourrait enfin entrer dans la lumière? Trésor préservé dans le temps. Au moment où le dernier sceau de la tombe fut levé, ce n'était pas ce que l'équipe vit qui les frappa en premier. C'était ce qu'ils ressentirent. Préservé sous la pierre pendant plus de 5 décennies, l'air dans la chambre funéraire de Bruce Lee portait non seulement l'odeur du bois de santal, mais l'immense présence d'une vie figée dans le temps. Tout à l'intérieur avait été placé avec une telle intention et préservé avec un tel soin
que pénétrer dans la tombe ressemblait moins à ouvrir un tombeau qu'à remonter directement en 1973. Ce qui rendait cette tombe unique n'était pas sa taille ou sa grandeur, mais l'incroyable état des artefacts qu'elle contenait. Alors que la plupart des sites funéraires de cette époque montrent des signes de dégradation inévitables, le lieu de repos de Bruce Lee défiait le temps. Les soies drapées autour de la chambre, choisies pour leur symbolisme traditionnel, conservaient encore un léger éclat. Les éléments en bois montraient des signes minimes de vieillissement, résultat de la combinaison de techniques de préservation chinoises anciennes avec des méthodes de scellement modernes, une approche bien documentée dans les notes funéraires originales de Linda Lee Cadwell. Les experts consultés par la famille Lee furent stupéfaits par la manière dont la tombe avait résisté à l'humidité, aux nuisibles et à la lente décomposition des matériaux organiques. Puis vinrent les objets personnels, chacun une fenêtre sur le monde de Bruce. Une paire de nunchakus, incontestablement liée à sa présence légendaire à l'écran, reposait soigneusement enfermée dans un compartiment scellé. Leur finition laquée restait intacte face au temps. Shannon Lee confirma dans une interview de 2025 qu'ils faisaient partie d'une collection privée que Bruce avait mise de côté lors du tournage de l'Opération Dragon. À quelques centimètres de là, un manuel d'entraînement de Wing Chun, aux pages cornées et enveloppées de soie, fut découvert. En feuilletant ces pages, l'équipe trouva des notes de Bruce griffonnées en chinois et en anglais. L'écriture, bien que légèrement estompée, était indéniablement la sienne. Ce n'étaient pas seulement des corrections techniques ou des exercices d'entraînement. C'étaient des réflexions, de courtes lignes sur le mouvement, la discipline, l'identité et la fusion de la tradition avec l'innovation. C'était en partie un manuel, en partie un journal philosophique. Même les objets plus intimes, des photos de famille pliées, un amulette de jade censé protéger l'âme et une enveloppe usée marquée simplement « pour Shannon » étaient intacts, exactement comme ils avaient été placés lors de la cérémonie originale. Les registres funéraires tenus par Linda en 1973 se révélèrent essentiels pour vérifier l'authenticité et l'emplacement de chaque objet. Pour l'équipe de préservation, ces découvertes transformèrent le site d'un projet historique en une expérience profondément humaine. Alors que la nouvelle de la découverte atteignait le public, l'attention mondiale se tourna vers ce qui pourrait encore se trouver à l'intérieur. Il y avait des murmures, non confirmés mais impossibles à ignorer, de lettres personnelles ou des cris finaux cachés plus profondément dans la tombe. Ce qui avait commencé comme un effort de conservation s'était rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond. Une rencontre rare et intime avec le monde intérieur de Bruce Lee. Et bien que les artefacts parlaient d'eux-mêmes, il était clair que la tombe contenait encore des histoires non racontées. Un message final de Bruce. Ce qui avait commencé comme un effort de préservation se transforma rapidement en quelque chose de bien plus intime lorsque l'équipe découvrit ce qui pourrait être l'artefact le plus personnel de tous. Une lettre scellée écrite de la main de Bruce Lee. Glissée dans une boîte en bois laqué marquée d'un emblème de dragon, l'enveloppe portait l'empreinte immistakable d'un sceau de cire rouge, encore intact après plus de 50 ans. Ce sceau de cire, minutieusement orné de dragons entrelacés, arrêta net l'équipe entière. Ce n'était pas un simple souvenir, c'était quelque chose de délibérément placé, délibérément caché, et maintenant, enfin, révélé. La décision d'ouvrir l'enveloppe ne fut pas prise à la légère. Selon les protocoles décrits dans le journal de préservation de 2025, tout objet personnel portant un sceau devait être abordé avec le plus grand soin. Après documentation, le sceau fut délicatement brisé, révélant une feuille de parchemin épais pliée. L'écriture, fluide et familière, ne laissait aucun doute. C'était celle de Bruce. Datée de quelques jours avant son décès en juillet 1973, la lettre n'était adressée à personne en particulier. Elle s'ouvrait plutôt par une salutation universelle. À ceux qui portent ma vision. Ce qui suivait n'était pas un adieu. C'était un défi, un message écrit pour quiconque voulait l'entendre, quelle que soit l'époque. Dans la lettre, Bruce exhortait les lecteurs à rejeter l'imitation et à embrasser leur vérité personnelle. Les obstacles que vous rencontrez ne sont pas solides. Ils sont des illusions façonnées par la peur, écrivait-il. Sois l'eau, résilient, adaptable et sans limite. Ne me suis pas. Trouve ton propre chemin et marche sans t'excuser. Ces mots faisaient écho à nombre de ses enseignements antérieurs, mais quelque chose dans ce message semblait distillé, final et destiné à durer. Présente à la lecture, Linda Lee Cadwell confirma discrètement que le ton et la formulation correspondaient aux notes que Bruce lui avait autrefois écrites en privé. Pour elle, ce n'était pas une surprise, c'était une validation.
Shannon Lee, également présente, appela cela un dernier cadeau de son père. Dans une déclaration ultérieure partagée avec la presse internationale, elle décrivit la lettre comme la voix de son père, traversant le temps pour nous rappeler non pas qui il était, mais qui nous pouvons devenir. La lettre déclencha une conversation mondiale. Les artistes martiaux citèrent ces lignes dans les salles d'entraînement. Les philosophes débattèrent de sa signification. Les fans la partageaient comme un mantra numérique pour la résilience. Elle fut étudiée non comme une note historique, mais comme une philosophie vivante. Plus d'un demi-siècle après sa mort, Bruce Lee parlait à nouveau directement au monde. Alors que l'équipe de préservation terminait son travail et scellait la tombe, elle laissait derrière elle non seulement un lieu de mémoire, mais un message pour l'avenir. Cette lettre, découverte dans le silence et partagée avec le monde, soulignait ce que Bruce Lee avait toujours cru, qu'un héritage n'est pas écrit dans la pierre, mais dans la manière dont les autres portent l'étincelle qu'il a laissée. Les derniers mots de Bruce n'étaient pas un adieu, ils étaient un appel à l'action. Pour d'autres histoires inédites et des moments puissants comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner et de garder l'esprit vivant. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.